Ben merci, bonjour et bienvenue à notre webinaire sur la légitimité organisationnelle. Aujourd'hui, on va parler de ce qui rend une organisation légitime dans la société. Qu'est-ce qui fait qu'elle a une place, qu'elle a une plus-value pour la société? Tu sais, puis avant de commencer, je veux juste nommer la légitimité, c'est quand même quelque chose qui nous est offert plutôt que quelque chose qu'on se donne nous-mêmes, hein. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, pour qu'on soit légitime comme organisation, ben, il faut qu'on soit reconnu par le monde autour de nous comme étant légitime. Puis plus on est légitime dans notre société, plus on peut durer dans cette société-là. Aujourd'hui, on parle de cette légitimité-là, puis comment la faire durer dans le temps, d'où le sous-titre vers la pérennité. Avant de commencer, permettez-moi une brève description d'Escalon. Escalon est un service software as a service, hein, un logiciel sur Internet qui a pour mission de permettre aux organisations d'aligner leurs talents à leurs besoins organisationnels. C'est un portail de développement organisationnel. Le développement organisationnel, c'est quoi? C'est tous les efforts qu'on peut faire pour créer un maximum de valeur possible avec nos ressources humaines, c'est-à-dire les gens, les talents qui composent notre organisation. Escalon est donc offert sur le web sous la forme d'un service en ligne. Je suis Catherine Frenette, titulaire de MBA en management et experte en développement des personnes et des organisations chez Escalon. Vous me trouvez sur LinkedIn assez facilement, sur LinkedIn/in/Catherine Frenette, comme tout le monde. Quand on dit aligner vos talents à vos besoins chez Escalon, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, on reconnaît que les entreprises qui font l'effort de gérer de manière proactive leur culture organisationnelle, leurs talents dans leur organisation, en général, quand on les compare aux organisations du même secteur d'activité, fait que restaurant contre restaurant, par exemple, ou secteur manufacturier comparé à secteur manufacturier, mais les entreprises qui font ces efforts-là, ils affichent une performance organisationnelle 25 supérieure à la moyenne de leur secteur. On parle beaucoup de la performance des entreprises canadiennes en général, québécoises en particulier, actuellement, notamment dans les nouvelles. Ben, qu'est-ce qui fait une performance d'entreprise peut diminuer avec le temps? Ben, des fois, c'est le manque d'effort, justement, dans la culture, dans la gestion proactive des talents dans une organisation. La gestion des talents, la gestion de la culture, la santé organisationnelle, c'est un petit peu comme la santé du corps, hein. On peut faire une diète rapide, on peut se dire, ben cette semaine, je vais même faire, il y a des stratégies de diète qui vont vers des jeûnes. On peut avoir la grippe, comme j'ai eu l'autre fois, ça aide beaucoup à perdre du poids. On perd du poids très vite avec des diètes comme ça, mais on n'a pas de gain pour notre santé, hein. Perdre du poids puis gagner en santé, c'est pas la même chose. Il y a plein de stratégies qui existent sur le marché pour améliorer notre culture organisationnelle très rapidement. Chez Escalon, nous, on estime que souvent, le danger de ça, c'est de mettre en place comme un feu de paille, si on veut. Puis, on préconise une approche un petit peu plus en profondeur en partant des systèmes de gouvernance de l'organisation. Tout ce qui est l'appui le juridique, l'appui de la légitimité, justement, dans une organisation, pour bâtir une organisation plus pérenne, une organisation dont la culture est plus saine à partir de la base. Et puis ça, ben, dans le fond, c'est comme un petit peu avoir son propre entraîneur personnel plutôt que de recourir à une diète. Ça donne des meilleurs résultats, mais plus sur le long terme. Puis Escalon, nous, on veut être ça pour les organisations, les PME. Aujourd'hui, on parle de légitimité organisationnelle. Comment est-ce qu'on se dirige vers la pérennité? Puis je le disais d'entrée de jeu, la légitimité, c'est déjà pas quelque chose qu'on se donne soi-même dans une organisation, comme notre mission, par exemple, nos ressources. C'est plutôt quelque chose que nous reconnaît notre marché. La légitimité, c'est un petit peu comme la réputation, si on veut. Qu'est-ce qu'on fait pour la préserver? Qu'est-ce qu'on fait pour la maximiser afin de durer le plus longtemps possible, donc afin d'être pérenne dans notre organisation? Voici ce dont on va parler aujourd'hui. Si vous avez envie de participer, on n'a pas beaucoup de monde en direct aujourd'hui, mais pour participer à notre webinaire en live, ben, je vous propose 4 mots-clics, 4 hashtags comme d'habitude. Donc, mot-clic dièse, c'est dièse, hein? Je le cherchais le mot l'autre fois. Dièse, aha, pour dire, coudonc, je viens d'avoir une révélation, puis j'avais envie de la partager avec le groupe. Dièse, partage ou hashtag partage en bon français pour dire, ben, j'ai envie de partager une information. On pense souvent à René qui est toujours en train de partager des sources bibliographiques, des informations, des citations. René est bon là-dedans, puis on veut l'encourager chez tout le monde. Mot-clic hashtag question. J'ai une question à laquelle j'attends une réponse parce que je pense que ce serait intéressant d'approfondir
un concept qu'on vient de voir, ou hashtag rendez-vous. C'est la même chose que hashtag question, mais peut-être que je ne m'attends pas à une réponse en direct pendant le webinaire. J'aimerais peut-être mieux qu'on en parle en privé par la suite. Donc, c'est la même chose. Je pose une question, mais j'aimerais qu'on y revienne plus tard. Hashtag rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces mots-clics dans notre chat. Pourquoi créer une organisation, dans le fond, dans le monde d'aujourd'hui? À quoi ça sert de créer une entreprise? Qu'est-ce qu'on, tu sais, on parle de légitimité. Pour être légitime comme organisation, il faut déjà d'abord servir à quelque chose. La question par laquelle on commence aujourd'hui, c'est à quoi ça sert de créer une organisation? Je vous propose comme réflexion ce qu'on appelle notre cadre stratégique. Notre cadre stratégique nous dit qu'on crée une organisation au confluent de trois choses. Notre mission, dans le fond, c'est les obligations, les responsabilités qu'on se donne. Ma mission est de construire les meilleures souris d'ordinateur sur le marché. Ma mission est d'offrir des dîners et des soupers bon marché pour les personnes qui sont sans domicile fixe. Ma mission apporte une création de valeur pour mon public cible, c'est la responsabilité, les obligations que je me donne. Autour de notre mission, on a un environnement d'affaires et on a des ressources. Nos ressources, c'est nos forces, nos faiblesses, ce qu'on appelle nos capacités stratégiques. C'est tout ce qui va faire que je suis capable de réaliser ma mission que je me suis donnée. Fond, quand on crée un plan d'affaires, puis on va chercher du financement, ou on va chercher de l'aide chez un incubateur ou quelque chose comme ça, on nous pose la question, je comprends ta mission, mais qu'est-ce qui me fait croire que toi, tu es la bonne personne pour réussir? Ben, c'est les ressources. Souvent, on entend, on a la meilleure équipe au monde. Ben, tout le monde dit, j'ai la meilleure équipe au monde. Comment est-ce que tu mesures les ressources que tu as, la capacité stratégique que tu as pour réaliser ta mission? Tout ça, c'est à l'intérieur d'un monde, d'un environnement donné, c'est ce qu'on appelle l'environnement d'affaires. C'est les normes sociales, c'est les tendances du moment. Ces normes, ces tendances-là se croisent autour de notre organisation pour créer des opportunités d'affaires qu'on veut saisir, créer aussi des menaces dont il faut se protéger. Quand on a une mission et des ressources qui sont en équilibre entre elles et en équilibre avec les attentes, les normes, les tendances sociales de l'environnement dans lequel on se trouve, ben, on est en équilibre qu'on appelle stratégique, c'est-à-dire qu'on est capable de créer de la valeur pour nos clients. Donc, une organisation légitime, c'est déjà une organisation dont la mission et les ressources lui permettent d'offrir une valeur qui va être reconnue. Reconnue par qui? Par elle-même, parce qu'on veut toujours avoir la meilleure valorisation possible pour notre entreprise. Si vous regardez des émissions comme Dans l'œil du dragon, les entrepreneurs ont toujours tendance à bien valoriser leur entreprise, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la valeur reconnue autour de l'entreprise, c'est-à-dire reconnue par son environnement. Approfondissons un petit peu le côté de l'équilibre entre le positionnement social et la mission et l'environnement de l'organisation. Regardons où se situe justement ce positionnement social-là, la raison d'être d'une organisation dans la société, sa légitimité, c'est cet équilibre-là entre ma mission que je me suis donnée et les attentes de l'environnement dans lequel je me trouve. Je suis chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Laval, quand je donne un exemple de ça à mes étudiants, je leur dis, on pourrait très bien construire une usine de fabrication de crayons de plomb, là, des crayons à mine, brisés en deux. Fait qu'on achèterait des crayons, puis notre usine consisterait à les briser en deux, et puis on les vendrait brisés en deux. Ça a quand même l'avantage que tu en as 2 fois plus pour chaque crayon. Il n'y a pas vraiment d'avantage concurrentiel perçu par le marché dans une mission comme celle-là. Le positionnement social serait assez bof dans un produit comme celui-là. Pour répondre à la question, est-ce que j'ai un positionnement social favorable dans mon organisation qui me permet de présumer que l'environnement dans lequel je me trouve va m'offrir une certaine légitimité, va me reconnaître comme étant une organisation légitime? Vous avez quelques questions fondamentales à droite. Donc déjà, est-ce que la mission est alignée aux attentes du marché? Ça, c'est fondamental. La mission que je veux, ce que je me suis dit que je voulais réaliser, là, de fournir de la nourriture aux personnes sans abri ou qui ont peu de moyens, qui ne peuvent pas manger à leur faim, offrir de nouveaux produits sur le marché. Bon, je nommais l'exemple de la souris, des choses comme ça. Est-ce que c'est légitime? Ben, c'est légitime quand des personnes dans le marché ont des attentes à ce niveau-là, qui sont prêtes à payer ou à obtenir le service.
Est-ce que ma raison d'être est encore pertinente dans le monde d'aujourd'hui? On voit aussi des tendances, les normes dans la société, ça change avec le temps. Donc, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est encore légitime, notre mission? Est-ce qu'elle a encore un sens dans le monde d'aujourd'hui? Quelles sont les transformations au niveau de la société qui peuvent avoir eu lieu dans les dernières années? Puis donc, quelle transformation est-ce que ça amène au niveau de mon organisation? De quelle manière est-ce que je devrais ajuster ma mission dans le fond, au monde d'aujourd'hui? On pense à plein d'entreprises qui ont vécu des années de gloire il y a plusieurs années. Pensons à Kodak, pensons à Atari. Kodak qui n'a pas survécu à la numérisation de l'industrie de la photo. Atari qui n'a pas survécu à l'avènement de concurrents comme Nintendo ou Sega. On pense aussi plus proche de nous à distribution aux consommateurs. Si vous vous souvenez, au Québec, on avait un programme qui s'appelait Distribution aux consommateurs. C'est une entreprise qui offrait des catalogues, un petit peu comme les catalogues Sears. Puis quand on voyait des produits dans le catalogue qu'on voulait, ben là, il fallait appeler et puis demander: «Bonjour, je voudrais le chandail numéro Y62 X27 avec de couleur rose saumon», tu sais? Puis là, ben, on attendait 4 à 6 semaines, comme dans les épisodes d'émissions de l'époque. Et puis le produit arrivait, puis est-ce qu'il arrivait chez nous? Non, il arrivait dans la boutique, puis en plus, il fallait aller le chercher après le délai d'attente, le délai de livraison. Ce positionnement social-là n'est plus adapté à la société de nos jours grâce à des innovations comme Internet, grâce à des nouveaux joueurs comme Amazon qui ont révolutionné le monde de la distribution vers les consommateurs. Puis ben, le positionnement social de distribution aux consommateurs a fait en sorte que leur modèle d'affaires n'était plus légitime, ne répondait plus aux attentes du marché. Quelle transformation est-ce que distribution aux consommateurs aurait dû amener à son modèle d'affaires pour être capable de survivre à ces changements-là? C'est la question qu'on se pose. Puis, est-ce que notre positionnement concurrentiel, donc notre mission, nos ressources, est-ce que ça favorise un positionnement social qui soit bien perçu, qui soit perçu comme étant positif pour la société? Est-ce que, dans le fond, la valeur que j'apporte à la société est reconnue comme une valeur positive? Puis qu'est-ce que c'est une valeur positive? Bien, entrons déjà dans les meilleures pratiques en matière de légitimité organisationnelle pour regarder qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc, 4 meilleures pratiques fondamentales pour assurer la légitimité de notre organisation, du haut vers le bas. Déjà, respecter la loi. Le respect de la loi, c'est un petit peu le minimum auquel on s'attend de la part de tout citoyen de notre société, que ce soit une personne, citoyen, personne physique ou un citoyen moral, donc une organisation, une entreprise privée. On s'attend à ce que toutes nos personnes morales et physiques respectent la loi. Il faut se poser aussi la question, quel est l'impact de nos pratiques, de nos activités, de nos opérations, de notre production, de nos transformations sur nos parties prenantes, le monde autour de nous, de quelle manière est-ce qu'il est impacté par les gestes qu'on pose? Euh, on peut se poser la question après ça de savoir quels sont non seulement les impacts de nos pratiques sur nos parties prenantes, mais aussi les préoccupations de nos parties prenantes, puis dans quelle mesure est-ce que je peux y répondre. Ici, je vous propose un exemple, c'est l'exemple d'une aluminerie au Lac-Saint-Jean, aluminerie qui s'appelait Alcan, qui a été rachetée par Rio Tinto depuis, qui se posait la question de savoir c'est quoi l'impact de nos pratiques sur nos parties prenantes, ben, de la pollution, un peu de destruction de la forêt environnante et tout, puis on essaie de réduire ces impacts-là d'une année à l'autre dans une perspective d'amélioration continue. Quels sont les besoins et préoccupations de nos parties prenantes? Par contre, si j'avais envie d'aller encore plus loin dans cette réflexion, puis que je voulais apporter quelque chose comme citoyen corporatif, comme entreprise membre d'une société autour de l'environnement, bien, je me demande les préoccupations de mes parties prenantes, les préoccupations des villages autour du lac Saint-Jean, les préoccupations des écoles, des citoyens. Bien, une des préoccupations que quelqu'un a entendues quand elle a fait cet exercice-là, c'était de dire, bien, nous, on trouve qu'on a une faune, une flore qui sont vraiment spéciales boréales au lac Saint-Jean qui sont vraiment magnifiques, qui méritent d'être préservées, qui méritent d'être protégées. Et puis les parties prenantes disaient à Alcan, nous, on rêve de créer un centre de préservation de cette nature-là, de cette faune, cette flore boréale-là. Puis on aimerait bien peut-être installer ce centre-là à Saint-Félicien, sur le nord du lac Saint-Jean, parce qu'il y a de la place là, puis il y a un très bel endroit qui mériterait d'être conservé. Puis Alcan a entendu les préoccupation des parties prenantes, a entendu ce besoin de créer un nouveau centre. Ce centre-là s'est créé sous la forme du zoo de Saint-Félicien. Puis Alcan a dit, ben moi, j'aimerais pouvoir contribuer concrètement à ces préoccupations-là, à faire un geste symbolique. Et puis Alcan a dit, ben moi, je vais payer le pavillon d'accueil. Raison pour laquelle, quand on arrive à Saint-Félicien,
ben, il y a déjà le stationnement, on laisse la voiture, puis on rentre dans le pavillon d'accueil, puis il y a une grande plaque de remerciement à Alcan pour dire, ben, on remercie la compagnie Alcan d'avoir reconnu ces besoins-là, ces préoccupations-là, et d'avoir permis la réalisation de ce projet-là. Ben, quand on se préoccupe des préoccupations de nos parties prenantes, ça ressemble à ça. Puis après ça, au quatrième niveau, en termes des meilleures pratiques pour assurer la légitimité de notre organisation, c'est se poser la question, c'est quoi les principes, c'est quoi les valeurs fondamentaux qui nourrissent notre organisation, qui lui donnent son identité? Puis on se pose la question, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont alignés à notre, aux principes, aux valeurs de notre société dans laquelle on se trouve? Est-ce que nos principes, nos valeurs sont encore légitimes dans le monde d'aujourd'hui? Je repose la question encore une fois dans le contexte d'une évolution, hein, s'ils étaient légitimes au moment de la création de l'entreprise, ça ne veut pas dire qu'ils le sont toujours. Donc, c'est une question qu'il faut se poser régulièrement. On peut penser aux entreprises qui sont dans le domaine de la production de boissons alcoolisées. La plupart de ces entreprises-là sont nées après l'époque de la Prohibition, début du 20e siècle, autour de cette époque-là, et ont commencé à vendre leurs produits dans un contexte social où la vente d'alcool était redevenue, après la Prohibition, redevenue légitime. De nos jours, on observe une diminution constante de la consommation d'alcool. On observe aussi une augmentation de la sensibilisation sociale autour des conséquences de l'alcool. On pense notamment à l'alcool au vent. Ces entreprises-là doivent se poser la question, dans quelle mesure est-ce que mes produits sont encore légitimes? Dans quelle mesure les valeurs qu'on véhicule à travers nos produits sont encore alignées aux valeurs de la société. Et puis, on se redéfinit à travers de plus en plus de produits sans alcool, ce qui est la raison pour laquelle on a de plus en plus de produits de boissons non alcoolisées à saveur de, ben, c'est souvent de la bière sans alcool, mais il y a toutes sortes de prêts à boire maintenant là, qui sont généralement vendus en canette. Donc, quatre meilleures pratiques qu'on peut distinguer en deux niveaux. Mode réactif en haut, c'est-à-dire que je réagis aux lois pour m'y adapter, je réagis aux impacts de mes pratiques pour les améliorer, et un mode plus proactif en vert en bas, où on dit, ben, maintenant que j'ai réagi, maintenant que j'ai fait, on va dire entre guillemets, le minimum, qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus proactif dans la préservation de la légitimité de mon organisation? Puis les trois petites pastilles qu'on a sur la gauche, les pastilles du développement durable, je vais vous les mettre en plus grand maintenant. Le développement durable est à la racine de ces préoccupations-là. C'est dans le fond la façon dont on va juger de cette légitimité-là. Développement durable qui se décline en trois axes, l'axe social, l'axe environnemental ou écologique, et l'axe économique en rouge en bas. L'axe social nous montre dans quelle mesure est-ce que ce qu'on propose à la société crée un impact pour les gens autour de nous. Pensons à l'impact qu'aurait, par exemple, la création d'une école dans un village, la création d'un programme social, le financement d'un centre culturel dans une municipalité. Ça, on parle d'impact social. Au niveau de l'environnement, l'impact environnemental, ben, on pense à la contamination, la pollution, l'impact sur l'environnement. Je donnais l'exemple d'Alcan tantôt, qui tente de minimiser l'impact de ces activités sur l'environnement, sur l'écologie des régions dans lesquelles Alcan a des activités commerciales. Puis l'impact économique, bien, le développement durable reconnaît que pour être durable, hein, pour durer dans le temps, il ne suffit pas d'avoir un impact social et environnemental, sinon positif, du moins aussi peu négatif que possible, mais il faut aussi générer suffisamment de revenus ou de sources de financement. Dans le cas d'un organisme à but non lucratif qui serait financé, par exemple, par le gouvernement, bien, il faut avoir suffisamment de sources de financement à travers, en général, nos ventes pour être capable de faire durer nos activités aussi. Donc, le développement durable reconnaît l'importance de la pérennité aussi économique. Puis quand c'est un projet est à la fois durable au point de vue social, au point de vue environnemental et au point de vue économique, bien, c'est là qu'on peut parler vraiment d'un projet durable en termes de développement. Un exemple, je vous propose l'exemple de Tesla, le producteur de voitures. C'est les voitures qui nous intéressent aujourd'hui. Un exemple de développement durable dans la mission de Tesla comme organisation. Donc, la mission que le groupe Tesla s'est donnée à l'époque de sa fondation, pour info, c'était en 2003, était d'accélérer l'arrivée du transport durable dans notre société en amenant au marché des voitures électriques
D'une manière, bon, en volume suffisant, et le plus rapidement possible. Donc évidemment, on a déjà le mot «durable» dans la mission de l'organisation. On a l'industrie du transport qui est nommée ici et puis on a l'objectif ici de rendre l'industrie du transport plus durable, en termes de développement durable, à travers, l'électrification des véhicules. C'est la mission que s'est donnée Tesla, une mission qui semble avoir été, profitable pour le groupe, puisque l'entreprise va bien depuis sa création. Regardons rapidement à quoi ça ressemble au niveau de chacun des 3 axes, du développement durable. Bien, au niveau social, on a les salaires, du constructeur automobile qui créent une valeur sociale. On a la création de la valeur sociale produite à travers, la valeur de la marque, à travers le réseau de distribution et cetera. On a aussi la réputation de l'entreprise qui compte ici. Au niveau environnemental, ben, on a évidemment le gros argument de véhicules zéro émission, qui est un modèle pour les concurrents. Donc, non seulement le résultat, le zéro émission au niveau des voitures Tesla, mais aussi la tension qu'a produite l'arrivée des véhicules Tesla pour les concurrents, c'est-à-dire les fabricants de véhicules à essence, qui ont été obligés de s'adapter, qui ont été obligés de s'inspirer du modèle de Tesla pour bonifier leur offre de véhicules zéro émission à leur tour. Puis au niveau économique, ben, est-ce qu'il y a une valeur économique qui est créée par le groupe Tesla? On peut parler de la capitalisation du groupe, c'est-à-dire l'argent qui repose dans l'entreprise ou dans les mains de ses actionnaires. On peut parler d'une croissance historique dans l'organisation aussi, qui démontre une certaine création de valeur économique au niveau du groupe Tesla. Donc la mission qu'on a ici, c'était la mission qui est, dans le fond, qui a justifié la création du groupe. C'est encore la mission de Tesla aujourd'hui. Puis posons-nous la question de savoir, est-ce que Tesla répond encore à cette mission-là d'accélérer, d'avoir un impact le plus positif possible sur l'industrie des transports, positif en termes de développement durable, à travers des arguments comme ceux qu'on vient de voir? Ben, en fait, quand on se rend compte de l'activité de Tesla dans les dernières années, on observe de plus en plus de critiques de leurs activités, notamment ben, tant au niveau social, environnemental qu'économique. Pensons aux exemples de voitures Tesla qui sont parties en feu. Puis je sais, une voiture à essence, ça peut s'incendier aussi, mais les conséquences d'un incendie d'une voiture électrique sont apparemment plus graves, notamment parce qu'une batterie, c'est dur d'éteindre un feu de batterie, puis c'est apparemment assez grave comme événement. Pensons au niveau environnemental, à l'impact des mines, l'industrie des mines associée à l'industrie des batteries. Pensons au cobalt, au lithium et l'impact environnemental de l'extraction de ces matériaux-là dans la Terre, qui a un impact très, très important. Puis au niveau économique, bien, ce qu'on observe, c'est certaines, j'ai envie de dire certaines tensions, certaines polémiques au niveau du groupe Tesla, notamment le rejet par une cour oui, de justice aux États-Unis, le rejet du package, comment on dit ça, la rémunération totale que Tesla voulait offrir à Elon Musk, qui était de presque 56 milliards de dollars, qui a été rejeté par une cour parce que c'était injuste envers les employés. Bien, cette injustice-là a un impact économique pour l'organisation et un impact social pour les travailleurs du groupe également. Et puis, on observe aussi une question sur l'industrie des véhicules électriques, c'est qu'en fait, on se rend compte que les ventes de voitures électriques diminuent, ralentissent un peu partout dans le monde, y compris en Amérique du Nord. Puis Tesla n'a pas su se protéger de cette diminution des ventes-là. Donc, quelle est la durabilité économique du groupe Tesla dans ce contexte-là? Quelle est la durabilité du groupe Tesla dans un contexte où l'acceptation sociale des voitures est à la fois très grande parce que zéro émission, c'est vrai que c'est encourageant, mais moins grande quand il existe des accidents comme les 2 photos qu'on a ici. Et la durabilité environnementale de l'industrie des voitures électriques est en train d'être remise en question aussi. On nous cite notamment à Radio-Canada, là, ça fait pas très longtemps, ça doit faire une couple de semaines. On avait trouvé que d'ici la fin de la décennie, le nombre de voitures électriques qui devaient être construites se situe entre 25 et 40 millions, si on compte notamment l'industrie chinoise et les besoins de tous les marchés internationaux. 25 à 40 millions, c'est le nombre de voitures électriques dont on a besoin d'ici le 2030. Et puis, en même temps, sur la planète, il y a assez de nickel pour en fabriquer seulement 13 millions. Donc là, la question devient aussi l'impact environnemental de la création de nouvelles mines et puis l'impact social de dire, ben, on va créer un produit auquel tout le monde n'aura pas accès parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Est-ce que le
projet de Tesla? Est-ce que la mission de Tesla est encore aussi légitime donc dans la société d'aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque de sa création? C'est une question ouverte qu'on se pose. Puis pour y répondre, on se pose la question, qu'est-ce qui a changé dans le monde entre le moment où Tesla a été fondé, puis le moment actuel, c'est-à-dire 2024 où on se trouve aujourd'hui? Bien, regardons de quelle manière est-ce que le monde a évolué. L'environnement dans lequel se trouve Tesla a évolué de 2003 à 2024 d'une manière qui était assez dure à prédire à l'époque, il y a une vingtaine d'années. À l'époque de la fondation de Tesla en 2003, les 5 plus grandes entreprises du monde, c'est Walmart, ExxonMobil, Ford, GM et GE. Donc, on a une entreprise de distribution, c'est Walmart. On a une entreprise, une compagnie pétrolière et 2 producteurs de voitures ben, à consommation à essence, hein, des voitures à combustion. En 2024, les 5 plus grandes entreprises du monde, c'est Microsoft, Amazon, Apple, Nvidia et puis encore une pétrolière, Saudi Aramco, c'est une compagnie pétrolière. Qu'est-ce qui a changé? On avait 2 producteurs automobiles et une pétrolière. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule pétrolière parmi les 5 plus grandes entreprises, mais on a 3 entreprises de technologie, notamment Microsoft, Apple et Amazon, dont une grande partie du chiffre d'affaires vient de la popularisation d'une invention qui existait déjà en 2003, mais qui s'est vraiment développée depuis. On pense évidemment à Internet. Le monde a donc changé, les tendances, les priorités de la société ont changé. On l'observe à travers des choses comme les plus grandes capitalisations, donc les entreprises qui répondent le mieux au marché, aux besoins du marché actuel. Bien, les entreprises qui répondaient le mieux au marché, aux besoins du marché en 2003, bien, il y en avait 2 qui étaient des constructeurs automobiles. De nos jours, il n'y a plus de constructeurs automobiles dans le portrait des 5 plus grandes entreprises. On a par contre plusieurs entreprises qui ont fait leur argent à travers des services offerts à distance sans qu'on ait besoin de transporter des gens ou des marchandises à travers Internet. Ça remet en question la légitimité, l'importance du modèle d'affaires de Tesla et de sa mission. Le monde a changé, les tendances, les priorités du monde ont changé et les grandes entreprises doivent s'y adapter. Tesla, on va présumer qu'ils font l'effort de s'adapter à ces changements-là. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Tesla fait l'effort de s'adapter à ces changements-là? Comme gestionnaire, là, quand on est chez Tesla, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les outils qu'on a à notre disposition comme gestionnaire? Bien, on a déjà, pour mettre en place une culture de saine gouvernance dans l'entreprise, on a déjà le respect des lois dont on avait parlé tantôt. Je vais ajouter l'absence de corruption, c'est-à-dire mettre en place des pratiques et favoriser des attitudes qui empêchent de recourir à des méthodes de mise en marché, des méthodes d'obtention de permis, etc., qui misent sur la corruption. On a favorisé une culture d'équité. L'équité, la différence entre l'équité et l'égalité, l'égalité, c'est que c'est tout le monde, la même chose pour tout le monde. L'équité, c'est s'ajuster aux besoins de chacun d'une manière qui est équivalente pour chacun. L'équité, c'est traiter à tout le monde, non nécessairement de la meilleure manière, mais en fonction des besoins de chacun. La responsabilité et l'imputabilité, on en parlait dans notre dernier webinaire l'autre fois. La différence entre la responsabilité et l'imputabilité, c'est que je suis responsable de mes gestes et responsable des choses, des ressources qu'on m'octroie comme gestionnaire dans mon organisation. L'imputabilité, c'est que je suis responsable devant mes actionnaires, devant le gouvernement, devant la société en général. Donc, dans l'imputabilité, il y a la notion d'être jugé pour nos actions. Un gestionnaire est quelqu'un qui va être imputable de ses résultats. Donc, il y aura un certain jugement sur l'atteinte de ses objectifs et le comment ces objectifs-là auront été atteints. Cette imputabilité-là fait partie de la saine gouvernance dans la mesure où on la reconnaît, où on la prend au sérieux et où on est au rendez-vous pour défendre nos résultats. Et la question de l'efficacité, on parlait tantôt dans le cadre stratégique du fait qu'on avait notre mission, notre environnement et nos ressources, nos forces, notre capacité organisationnelle pour répondre, pour réaliser notre mission dans l'environnement donné. Réaliser notre mission en prenant soin de nos ressources, en utilisant le minimum possible, c'est ça l'efficacité, c'est être parcimonieux avec les ressources qu'on a sous notre gouverne. Alors, dans le fond,
comme gestionnaire, les meilleures pratiques vont toucher 3 axes essentiels. L'axe de la gouvernance à travers notre mission, notre promesse à nos employés, à travers l'impact de notre, dans le fond, notre impact en général de notre organisation en matière de responsabilité sociale. Fait que ça, c'est la gouvernance. Un autre impact va être au niveau de notre stratégie RH, notre stratégie en matière de ressources humaines, donc notre marque employeur, les stratégies de contrôle de nos résultats, en bon français, nos KPI, nos Key Performance Indicators. De quelle manière est-ce qu'on mesure notre rendement organisationnel? Ça touche beaucoup de points de saine gouvernance, ça touche l'équité, ça touche la responsabilité, l'imputabilité, ça touche l'efficacité également. On pense aussi à la mesure de l'engagement et de la motivation des employés, puis à offrir un environnement libre d'abus qui est fondamental également, non seulement en matière de respect des lois, mais aussi en matière d'équité. Le troisième aspect, c'est l'aspect de la culture organisationnelle. Bien, j'en parlais à l'introduction. L'objectif ici est d'offrir une culture aussi saine que possible à travers tous les indicateurs qu'on peut utiliser, qui sont liés avec nos outils de mesure de l'engagement notamment. Comme gestionnaire, donc, mettre en place une culture de saine gouvernance dans notre organisation en favorisant les points qui sont nommés ici. Mettre en place aussi un modèle de veille de notre environnement, donc être à l'affût des tendances. Et puis là, bien, quand on est à l'affût des tendances, c'est sûr que quelles sont les tendances qui peuvent affecter mon organisation ce mois-ci? C'est une question peut-être un petit peu ouverte à laquelle il est difficile de répondre. Donc, on propose l'acronyme très bien connu dans l'industrie, l'acronyme PESTEL, pour essayer de circonscrire un petit peu notre réflexion afin d'être plus efficace. Et il est plus facile de répondre à la question quand on propose des catégories. Quelles sont les tendances politiques, économiques, socioculturelles, technologiques, écologiques et légales? Donc, PESTEL, c'est l'acronyme qui peuvent venir impacter mon organisation et de quelle manière est-ce qu'elles vont impacter mon organisation, ces tendances-là. La différence entre politique et légal, bien, une tendance politique, c'est une tendance qui est favorisée par le gouvernement. C'est une orientation générale du gouvernement. Par exemple, ça peut être des fonds d'investissement dans un certain domaine, des choses comme ça. Tandis qu'une tendance légale, bien, c'est une nouvelle loi, c'est un changement à la loi. La loi, on est obligé de la respecter. Si on est obligé de le respecter, c'est légal. Si on n'est pas obligé de le respecter, comme une nouvelle subvention qui s'offre pour un certain domaine d'activité, en intelligence artificielle, par exemple, ça ne nous oblige pas dans la vie à fonder une entreprise pour profiter de la subvention. C'est juste une opportunité ouverte. Ça, c'est politique. Au niveau économique, ben, c'est tout ce qui touche à l'économie. Au niveau socio-culturel, c'est les préférences des consommateurs. Et puis au niveau écologique, ben, on pense à tout ce qui a un impact sur la nature, sur la planète, bien sûr. Toutes ces tendances-là qu'on pourra avoir nommées vont ensuite devenir soit des opportunités ou des menaces pour notre organisation. Donc, la question de savoir quelles sont les tendances, c'est encore une question très ouverte. La question la plus pertinente est de savoir de quelle mesure, dans quelle manière, de quelle mesure ou dans quelle manière, c'est l'un ou l'autre, dans quelle mesure ou de quelle manière est-ce que ces tendances-là affectent mon organisation? Est-ce que c'est une opportunité que l'organisation devrait saisir pour améliorer sa légitimité dans la société? Est-ce que c'est une menace à laquelle nous devrions répondre pour ne pas perdre notre légitimité dans notre marché? Et puis, quelle est la réponse qu'on va donner à cette tendance-là dans nos orientations stratégiques au niveau de la planification de notre organisation? Donc, ce sont les outils que les gestionnaires ont à leur disposition pour assurer la légitimité de leur organisation. En résumé, je vous propose, c'est beau, hein? Ça, c'est à Québec. On est sur le bord de la rivière Saint-Charles. En fait, à Québec, tout le long de la rivière Saint-Charles, depuis le bassin Louise, qui est le confluent entre la rivière et le fleuve Saint-Laurent, et en remontant la rivière à l'intérieur de la ville, toute cette section-là de la ville, la basse ville, là, autour de la rivière Saint-Charles, c'était industriel, ça. Depuis le développement de ces quartiers-là jusqu'à tout récemment, tout ça, c'était très industriel. Fait qu'imaginez ici des quais, imaginez des chemins de fer, imaginez des usines de chaque côté de la rivière. La rivière était très peu naturel d'aspect. Et dans les dernières années, la Ville de Québec a fait énormément d'efforts pour revitaliser, pour renaturaliser, là, si vous me permettez, les rives de la rivière Saint-Charles. Ça a donné un très beau parc qui, à ma connaissance, s'appelle le parc de la rive de la rivière Saint-Charles. Je ne sais pas comment il s'appelle. Toujours est-il que c'est magnifique, puis il y a des belles promenades, il y a un parc linéaire, on peut aller se promener tout au long de la rivière Saint-Charles. C'est vraiment
plus beau que c'était. Québec est une très belle ville qui est très proche de mon cœur en particulier, où j'ai habité longtemps. Et puis, en particulier, la rivière Saint-Charles est un lieu qui mérite d'être visité. On peut skier, faire du ski de fond sur le bord de la rivière en hiver. On peut se promener l'été. C'est vraiment magnifique. Et puis, il y a juste au bout de ce parc-là, une usine qui existe encore. La voici, c'est l'usine de Rothmans, une usine de cigarettes. Juste au bout du parc, juste à l'entrée de la ville, vous voyez la haute ville un petit peu dans l'horizon, dans la photo. Cette usine-là, bien évidemment, fit peut-être un petit peu moins avec l'ensemble là, de l'environnement. Puis, tu sais, la production de cigarettes, ça sent la cigarette. Ce qui fait que quand on se promène dans le parc, malheureusement, dans certaines journées d'été, ben, on peut sentir un petit peu le tabac. Ça sent la vieille cigarette froide, en fait, ce qui est assez étonnant parce qu'ils sont toutes neuves et pas encore fumées. Pas très agréable. Puis c'est dommage parce que c'est la seule usine dans toute cette région-là de la ville. C'est une usine qui prend de la place puis qui montre bien sa présence. Puis au début, je me posais la question, comment ça se fait qu'elle est là, cette usine-là? Puis qu'est-ce qui a permis à l'usine de s'installer là dans la ville? Bien, en fait, tout est industriel. L'usine était parmi d'autres usines, puis elle était très bien à sa place. À l'époque où on l'a construite, non seulement l'usine était à sa place à l'époque où on l'a construite, mais en plus, à cette époque-là, fumer était considéré comme étant non seulement de bon ton dans la société, mais même bon pour la santé. Je veux dire, les médecins recommandaient de fumer pour la santé parce que c'était perçu comme étant très bon fumer. La légitimité sociale de l'usine de cigarettes à l'époque, dans la basse ville de Québec, était très élevée. On offrait un produit qui était convoité par le public, qui était bien perçu, même par les médecins, encore une fois, par le gouvernement, et on avait installé cette usine-là au même endroit que toutes les autres usines. Qu'est-ce qui a changé? Bien, l'environnement a changé. Non seulement l'environnement d'affaires, toutes les usines ont quitté la région. On a remplacé ces usines-là par un magnifique parc. Et puis en plus, la société aussi a évolué. Les tendances socio-culturelles ont changé par rapport à nos attentes au niveau de la cigarette. Le cigarette n'est plus un produit bien perçu par la société. C'est un produit qui est perçu comme étant, comme causant une dépendance, comme étant mauvais pour la santé. Puis c'est un produit auquel on est beaucoup plus sensibilisé. Est-ce que l'usine de Rothmans à Québec a la même légitimité sociale qu'elle avait à l'époque? La réponse est non. Et puis, je ne sais pas quel avenir l'entreprise envisage pour cette usine-là, mais ce qui est clair, c'est qu'elle est vraiment rendue seule dans son quartier. Et puis, en fait, l'usine, elle n'a absolument rien changé. Les produits sont les mêmes, l'emplacement est le même. L'usine a été rénovée, évidemment, mais autrement, c'est la même. Ce qui a changé, c'est le monde autour de l'usine, en fait. Puis c'est ça, l'importance du message au niveau de la légitimité d'une organisation, c'est quand on fonde une organisation, on se dote d'une mission qui a une grande place dans la société, une mission qui est porteuse d'une promesse de création de valeur dont pas mal tout le monde reconnaît la pertinence dans le marché dans lequel cette mission-là est créée. Avec le temps, par contre, les attentes de la société, les attentes de l'économie changent et cette légitimité-là est remise en question naturellement. Qu'est-ce qu'on peut faire comme gestionnaire pour répondre à cette remise en question-là? Bien, je vous propose cette citation de Simon Sinek qui nous rappelle que la responsabilité des entreprises, dans le fond, c'est d'utiliser leurs ressources au progrès d'une cause qui sont plus grandes qu'elles-mêmes, tout en protégeant non seulement les personnes et les lieux qui soutiennent ces activités-là, mais aussi en préservant cette activité-là, puis la pertinence, la légitimité de cette activité-là dans le temps, afin de maintenir leurs activités aussi longtemps que possible, malgré les changements sociétaux. Hein. La société va changer de toute façon. La responsabilité de l'entreprise, c'est de tout faire pour essayer d'améliorer ses résultats à la condition de prendre la responsabilité de ses actions, la responsabilité de l'impact qu'elle a, non seulement qu'elle a eu par le passé, mais l'impact qu'elle a actuellement dans son marché. On vous laisse avec ça pour aujourd'hui. On vous laisse toujours avec la question de savoir avec quelle leçon repartez-vous aujourd'hui. On vous propose de nous laisser ça dans les commentaires si vous voyez cette vidéo dans YouTube. Puis si vous avez envie de voir ce que peut faire Escalon pour votre organisation en matière de légitimité organisationnelle, bien, il suffit de prendre rendez-vous. Fait que, on vous remercie beaucoup. Très bonne semaine au pluriel. On se revoit dans 2 semaines, le 19, pour parler de... Oh, je me souviens plus du sujet. Ça va être une surprise. Merci.
Excellent. Très bien. Salut. Bye. Bon après-midi.